Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Nous avons consacré 2 émissions à nous interroger sur le thème de la masculinité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder le thème du féminisme. Qu'est-ce que c'est que le féminisme aujourd'hui ? Pour répondre à la question, le féminisme aujourd'hui ou le féminisme un combat d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Madame Irène Coffer, vous êtes l'auteur d'un ouvrage avec Françoise Collin qui vient de disparaître, d'un ouvrage intitulé « Parcours féministe ». Il s'agit d'un ouvrage où vous posez des questions et où Françoise Collin vous répond. Vous avez de nombreuses activités d'écrivain, vous écrivez dans les journaux, vous participez en titre de journaliste, entre guillemets, à de nombreuses publications et vous y défendez en particulier les idées féministes. Ma seconde invitée est Madame Nathalie Grandjean. Vous êtes doctorante en philosophie et vous êtes chercheuse au CRIDS de l'Université de Namur. Qu'est-ce que c'est que le CRIDS? Le CRIT, c'est le Centre de recherche en information, droit et société. Centre de recherche en information, droit et société. Et vous connaissez bien les questions relatives au féminisme? Oui, tout à fait, puisque dans ma thèse de doctorat, je m'intéresse à l'épistémologie féministe que j'essaye de penser en relation avec les corps et les technologies. Vous avez vu l'une et l'autre les 2 émissions que nous avons consacrées à la masculinité, en particulier l'émission que nous avons faite avec Jean Gabart, qui est l'auteur d'un livre intitulé « Les dérives du féminisme ». J'imagine que l'une et l'autre, vous n'êtes pas du tout d'accord avec les théories de Jean Gabart, qui, je le rappelle, sont des théories qui portent davantage sur la psychologie de l'enfant au sein de la famille, puisque Gabart dit le rôle des femmes aujourd'hui fait que le père est absent. Il n'y a plus d'image paternelle au sens où Freud l'entendait, et donc l'enfant devient un roi. Il n'a plus l'autorité dont il a besoin pour se gérer correctement. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors, moi j'ai réagi aux 2 émissions que vous avez faites avec Jean Gabart. Vous avez réagi fortement. J'ai réagi fortement, parce qu'effectivement je trouvais que parler des dérives du féminisme, avant même de parler du féminisme et de ses conquêtes, c'était quand même un peu fort. Donc j'aurais aimé qu'on parle du fémisme, donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais ça aurait peut-être dû se faire dans l'autre sens. Ah, ça, vous savez, la chronologie. Ah oui, c'est parfois difficile. Alors, qu'est-ce que je pense de Jean Gabart? Je crois qu'il s'inscrit, oui, de son livre et de ses thèses, disons. Oui, bien disons sûr. qu'il s'inscrit dans tout quelque chose que moi j'appellerais un reflux, une réaction par rapport au féminisme, qui est un mouvement qui vient du Québec, qu'on appelle le masculinisme un peu en parallèle avec le féminisme, sauf que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les thèses du masculinisme, c'est que les féministes sont allés trop loin. Donc certains masculinistes estiment que bien sûr le féminisme, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ça se justifiait, mais que maintenant, que l'égalité existe. Et j'espère qu'on pourra vous expliquer en quoi ça n'existe toujours pas. Oui, je vais vous poser une question tout de suite, mais je vous laisse parler. Mais donc que les féministes sont allés trop loin, et que maintenant, la société est déstructurée, la famille est déstructurée parce que les féministes ont mis en cause le rôle du père. Alors, je crois que ce qu'on peut répondre à ça, bon, on peut discuter de la psychanalyse, hein, je crois que les théories de Freud, quand même, sont datées. Contestables aussi. Sont contestables et sont datées. Et Freud était aussi un homme. Donc, nous pensons, en tant que féministes, disons que nous pensons très fort qu'il faut dire de quel endroit on parle, et que le fait que ce soit un homme dans la société viennoise du début du XXe siècle, ce n'est pas quelque chose qui est neutre, il n'y a pas de science tout à fait qui vient de nulle part. Alors, donc, est-ce que la vérité, oui, entre guillemets, est-ce que la vérité viendrait nécessairement des femmes? Non, elle ne vient pas nécessairement des femmes, à condition qu'on se dise aussi qu'elle ne vient pas nécessairement des hommes. Absolument. Donc comme Freud était un homme dans une société particulière, je crois qu'effectivement... Très marqué, début du XXe, oui. bien Il y a sûr. des choses, il a fait des avancées qui sont incontestables, mais je pense vraiment qu'en ce qui concerne les femmes, ce sont des théories qui sont
qui maintenant peuvent apparaître très réactionnaires. Mais sur le rôle du père, je dois peut-être dire une chose, c'est que ce mouvement masculiniste est né de la revendication de pères qui, après le divorce, n'avaient plus de contact avec leurs enfants. Donc ils revendiquaient le fait de garder le contact, ce qui en soi n'est pas du tout contestable. Disons qu'en tant que féministe, on aimerait bien que les pères revendiquent un peu plus d'avoir des contacts avec leurs enfants avant le divorce, qu'ils s'occupent davantage de leurs enfants et pas seulement pour jouer avec eux, mais aussi pour les nourrir, pour les habiller, enfin tout ce qui est toujours dévolu aux femmes. Et il faut bien se dire, par exemple, qu'une revendication comme le congé de paternité, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est une revendication féministe. Ce n'est pas une revendication des hommes. On n'a pas vu des hommes se mobiliser pour demander qu'il y ait un congé de paternité, pour que les hommes aussi puissent s'occuper d'enfants petits. Et maintenant, les féministes revendiquent que ce congé paternité soit obligatoire, comme l'est le congé maternité, et non pas que ce soit laissé au bon vouloir et des pères, et surtout des chefs d'entreprise qui l'accordent ou qui ne l'accordent pas, ou parfois c'est mal vu de prendre un congé de paternité. Donc voilà, ce sont les féministes qui demandent que les hommes s'occupent davantage des enfants et que ça ne pèse pas uniquement sur les femmes. Je vais revenir un instant, on ne va pas passer toute notre émission sur le livre de Gabart, mais je reviens un instant sur un des éléments qu'il développe dans son livre. Il dit « Moi, je suis un ancien féministe et j'ai changé parce que dans ma pratique pédagogique, j'ai observé que l'enfant ne jouit plus de cette autorité ou de cette image paternelle, et il va plus loin. Il va plus loin que le milieu, le cercle familial. Il dit dans l'école, c'est la même chose. Le fait que de plus en plus de femmes exercent des fonctions dans l'école, institutrices, professeurs, directrices, etc., ça engendre le fait que l'enfant n'est plus dirigé par une sorte d'autorité qui semblerait, c'est la thèse de Gabart, qui semblerait l'autorité être l'apanage des hommes. Qu'en pensez-vous? Mais je pense qu'il faudrait aussi un peu revenir historiquement en arrière. Quand même, il y a, avant la révolution féministe, si on peut l'appeler comme ça, ce sont quand même toujours les femmes qui s'occupaient des enfants. Et les pères étaient là plutôt dans les siècles plus anciens, ce sont les nourrices qui s'occupent des enfants. Oui, c'était les nourrices, effectivement. Et pourquoi, quand les nourrices s'occupaient des enfants, ça ne posait pas des problèmes? Les nourrices étaient aussi des femmes. Hein. Oui, mais il y avait pas des hommes. Il y avait les parents qui étaient là pour maintenir, une fois que l'enfant était sorti des bras de la nourrice, pour maintenir le char. Oui, mais il y a des enfants qui ont été élevés dans les classes supérieures. Les enfants continuaient à être élevés par des personnes extérieures. Cette idée de la famille n'est quand même pas quelque chose qui est anhistorique, donc qui est en dehors de l'histoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est marqué historiquement. Donc je crois que ces structures psychiques, ce sont aussi des choses qui sont liées à un moment de l'histoire et à un certain contexte social. Je crois que c'est un peu une insulte à toutes les femmes qui, depuis toujours d'ailleurs, élèvent des enfants toutes seules, pas du tout parce qu'elles ne veulent pas laisser une place au père, mais parce que les pères souvent partent, et dans certaines sociétés, enfin chez nous aussi il y a beaucoup de divorces, mais ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Est-ce que ce sont nécessairement, vous dites, les pères partent, est-ce que ce sont nécessairement les pères qui partent? Je vais faire ici état de mon expérience personnelle. Autour de moi, j'observe que quand même ce sont souvent les femmes qui demandent le divorce. Qui demandent le divorce. Elles demandent pas, oui, mais elles ne partent pas. Elles demandent le divorce et en général, elles restent avec les enfants. Non, mais je parle des pères, donc des hommes qui, lorsque leur ami ou leur femme, enfin en général c'est avant qu'ils soient mariés, est enceinte, qui s'en vont, c'est quand même une figure assez classique dans l'histoire. Je ne parle pas de ça. Dans les couples constitués, les gens mariés, au bout d'un certain temps, 5-10 ans, on observe qu'il y a des divorces et que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce et que dans la majorité des cas, la cause, ce n'est pas le fait que le mari ait été particulièrement infidèle, mais c'est souvent parce que le mari est trop occupé à d'autres activités que celles qui sont proprement les activités familiales. C'est souvent cela, dans mon expérience personnelle, de ce que j'entends autour de moi, c'est souvent cela, la cause de la séparation. La femme se sent peut-être un peu injustement mise au rencard et, si vous voulez, reléguée, le mot est un peu fort, reléguée dans les tâches familiales. Vous savez, les femmes travaillent aussi, elles travaillent de plus en plus, donc ce n'est plus... Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est plus la situation... Ah bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour parce la famille, j'entends. Mais je crois que d'abord, c'est une bonne chose pour les femmes, et je pense que ce qui est bien pour les femmes est aussi bien pour les enfants. Le fait d'avoir des parents qui ont un équilibre dans leur vie, je crois que c'est une bonne chose pour les enfants, effectivement, parce que la première condition pour avoir une liberté de choix dans sa vie, c'est quand même l'indépendance économique. Et si elle ne travaille pas,
ben, il n'y a pas de miracle, sauf celles qui sont rentières, bien sûr. Mais pour la majorité de la population, la seule façon d'accéder à une indépendance économique, c'est le travail. Et c'est grâce à ça peut-être que les femmes demandent davantage le divorce. Je dis bien grâce à ça, parce qu'elles ont une autonomie et qu'elles ont aussi une revendication d'autonomie et qu'elles ne sont plus obligées de rester avec des hommes avec lesquels elles ne s'entendent pas. Mais vous savez, il y a aussi beaucoup de cas, alors je ne dis pas que c'est la seule raison, mais il y a beaucoup de cas de femmes battues dont on se demande, mais pourquoi elles ne partent pas? Alors je ne dis pas que c'est uniquement parce qu'elles n'ont pas d'autonomie financière, il y a aussi des raisons psychologiques, ce n'est pas si simple. Mais il y a aussi des femmes qui ne partent pas tout simplement parce qu'elles n'ont aucune autonomie financière et qu'elles n'ont pas où aller tout simplement. Et ça c'est quand même un très gros problème de ne pas pouvoir quitter un mari violent par exemple. Bien sûr, non, mais bien entendu. Mais il y a aussi des femmes qui ne travaillent pas et qui souhaitent ne pas travailler et qui souhaitent consacrer tout leur temps à l'éducation de leur ou de leurs enfants et peut-être aussi à être plus proches de leur mari. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude des femmes, de ces femmes-là? Écoutez, je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui peut être le désir individuel d'une personne et qui n'est pas un désir de nouveau qui est tout à fait en dehors de conditions sociales. Les petites filles sont quand même encore maintenant, moins qu'avant sans doute, mais encore maintenant, poussées vers l'idée qu'une femme, une vraie femme, se réalise en tant que mère. Beaucoup plus que les hommes ne sont poussés à se réaliser en tant que père. Ils se réalisent dans un métier. Donc autant on pousse les petits garçons à se dire il faut qu'ils aient un métier, et un métier où ils gagnent bien leur vie, un métier valorisant. Autant les petites filles, bien sûr, maintenant on leur dit un peu davantage, c'est mieux de travailler pour être autonome, mais la vraie réalisation personnelle, c'est quand même d'être mère. Regardez tous les jouets qui sont toujours sexués, contrairement à ce qu'on croit. Le fait de mettre un bébé, enfin, moi je suis une d'accord petite avec vous fille pour dire dans que les jouets sont sexués. oui, tout à ils fait. sont très sexueux. Et donc, le fait d'être dans cette ambiance-là quand un enfant est petit, et dans les jouets, et dans les livres pour enfants, et à l'école, dans les manuels scolaires, c'est quand même toujours cette image que la vraie réalisation d'une femme, c'est d'être mère. Alors forcément, à force qu'on répète ça, ça a une influence. On ne naît pas n'importe où, on entend ce qui est dit, on est imprégné de ça. Donc effectivement, certaines femmes considèrent, oui, ce serait ça leur rêve. Mais j'ajouterais aussi à ça que le monde du travail devient de plus en plus dur aussi, et qu'il ne faut pas nier le poids de la crise économique et du stress au travail, qui fait que finalement, on se dit parfois, ça devient trop dur. En plus, le fait que les femmes ont toujours la charge des enfants, donc d'avoir une double journée du travail, dans un travail qui est de moins en moins autonome et où on se réalise de moins en moins, finalement qu'on se dit finalement ce serait peut-être plus simple que je reste à la maison. Mais c'est un piège, hein, parce que ça veut dire qu'elles n'ont plus d'autonomie financière. Et ça, Ouais, moi je suis un père de famille et j'ai observé dans ma vie personnelle qu'il y a un lien très fort, j'allais presque dire un lien biologique très fort entre la maman et son enfant. Quand j'ai vécu la naissance de mon premier, puis de mon second, puis de mon troisième enfant, j'ai perçu que j'étais un peu mis sur le côté. Le lien très fort, c'est le lien entre la maman qui allaite, qui soigne l'enfant, et le père, il se sent un peu sur la touche, comme les joueurs de basket qui sont mis sur le côté pendant un certain nombre de minutes. Eh bien, le papa, là, il est dans les premiers mois, les premières semaines, peut-être les premiers mois de l'existence de l'enfant, il se sent un peu sur la touche. Vous êtes mère de famille, Nathalie Grandjean. Est-ce que vous avez ressenti ce phénomène? Que vous accapariez en quelque sorte votre enfant parce qu'il y a le lien biologique. Je l'ai vu, j'ai vu naître mes enfants. J'ai bien vu que ça se passait biologiquement comme ça. Et moi, je n'ai pas des seins et du lait à donner à l'enfant. Qu'en pensez-vous? Oui. Écoutez, c'est gentil de me donner la parole en tant que mère de famille sur ce plateau, alors qu'on vient pour parler mais vous pouvez être féministe et mère de famille. Je suppose que ce n'est pas contradictoire. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est très intéressant de voir comment on est vite rabattu sur les rôles traditionnels de mère ou de... Mais qui sont imposés par la biologie, par la vie. Ce ne sont pas les hommes. Et certains peut-être en souffrent.
Ce ne sont pas les hommes qui donnent naissance. Alors je ne aux crois enfants. pas, Elisabeth Badinter avait écrit un livre il y a longtemps sur l'instinct maternel, hein, où Je connais le livre. Voilà, j'imagine que vous connaissez Je le connais. livre, où elle montrait finalement que cet instinct maternel n'était pas du tout un instinct, c'était une relation qui était tout à fait construite et induite par le social qui, Eh bien, qui ça, poussait j'ai les pas ce mères. sentiment-là, moi. Vous n'avez Je pas ce vous dis encore sentiment-là. une fois, j'ai l'impression que le lien biologique est tellement fort. Mais oui, ce sont des liens construits, il y a un lien très fort, et peut-être vous pouvez l'appeler biologique si vous souhaitez l'appeler comme ça, mais je pense que c'est d'abord un lien très fort, mais c'est un lien qui peut se construire avec le père aussi, ce lien très fort. Vie à la maman. Mais les pères sont présents aussi, et les pères peuvent intervenir, doivent intervenir aussi au tout début, dans les tout premiers moments. Et donc l'allaitement ne suffit pas, ou la biologie ne suffit pas pour établir des liens très forts, et d'ailleurs le biologique ne suffit pas pour établir des liens sociaux très forts. Ça, j'en suis convaincue. Donc, La maman, souvent, d'ailleurs, a une réaction un peu... Le biologique, c'est aussi, la biologie, la science biologique, tout ce qu'on peut décrire comme étant biologique ou naturel, ce sont vraiment... c'est de l'ordre presque du stéréotype, quoi. C'est du construit Vous dire social. que c'est culturel, mais la maman aussi, souvent, écarte un peu le papa. T'occupes pas de ça, c'est pas tes affaires, c'est moi qui gère bébé. Hein, vous allez me dire que c'est culturel. Moi, je vous dirais, c'est plutôt inscrit quelque part. D'abord, moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Moi, j'ai pas du tout. Si on est en train de parler d'expérience à expérience, moi, par exemple, j'ai pas du tout vécu ça. Vous n'avez pas vécu cette J'ai situation. pas du tout cette situation. Donc, si on est là dans un échange d'expérience, voilà, moi, je vous renvoie mon expérience qui n'est pas du tout celle-là. C'est ça. Et je m'insurge contre cette idée que la biologie déterminerait un comportement. C'est ce qu'on appelle du déterminisme biologique. Donc les mères, parce qu'elles donnent la vie ou parce qu'elles allaitent, seraient les plus appropriées ou les plus à même de s'occuper d'un petit enfant, et donc de créer un lien fort avec l'enfant, et donc d'éduquer l'enfant, et donc de rester avec lui, et donc de sacrifier une partie de leur vie pour eux, etc. Donc, je veux dire, l'enchaînement n'allons est pas très, aussi loin, je parlais des premières semaines de la vie, où là, le lien entre la mère et l'enfant est tellement fort que parfois, c'est pas mon cas dans ma vie personnelle, mais parfois le mari, le père est exclu. Ce que vous décrivez aussi comme des liens tellement forts, ça paraît presque un peu magique, quoi. J'ai l'impression que c'est aussi un récit un peu mythifié. Toutes les femmes ne vivent pas l'accouchement ou l'allaitement comme étant quelque chose de fondamentalement extraordinaire, etc. Beaucoup, hein, pour beaucoup, c'est l'affaire de leur vie. Hein. Écoutez, moi, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Évidemment, c'est un événement important, ça. On ne peut pas nier que c'est un événement important pour le père comme pour la mère. Et c'est un événement qui bouleverse la vie. Parce que voilà, un nouvel être vient au monde et arrive et surgit dans le monde, et on est responsable de cet être-là. Mais c'est pas du tout pour ça que ça en fait l'expérience première qui va déterminer après comment mon rapport au monde va se construire. Et je vous assure que si on prend la peine d'écouter les femmes, elles ne vous décrivent pas toutes les accouchants comme étant quelque chose de fondamentalement formidable qui a changé leur vie de manière merveilleuse. Donc ça a changé leur vie bien sûr, mais ça ne va pas devenir forcément le centre de leur vie, ou ça n'a pas révolutionné la vie dans le sens où tout d'un coup elles auraient trouvé un sens à leur vie. Peut-être que certaines le vivent comme ça, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'on puisse en faire une généralité. Et je pense que les premiers moments que vous décrivez, qui sont évidemment des moments très particuliers, sont des moments aussi très fatigants, très difficiles, où il y a beaucoup de questionnements, où les choses ne sont pas du tout simples. Et là, on est très content de ne pas être seul. Et je ne parle pas simplement du père, mais aussi de toutes les relations familiales ou extrafamiliales qu'on peut avoir pour justement se soutenir dans ce moment de la vie qui est un événement très important, mais pas forcément simple, complexe, vous dites autrement dit. un sens à leur vie, mais pour certaines, c'est le sens à leur vie. Croyez-vous pas? Peut-être. Il me semble qu'en regardant autour de moi... Je ne sais pas, j'ai l'impression que là aussi c'est quelque chose de construit. J'ai l'impression que là, peut-être que certaines femmes, à un moment, peuvent se dire finalement, voilà, les enfants, c'est quelque chose que je suis capable de faire, donc je vais mettre tout le sens. Mais c'est aussi sans doute parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité d'être intéressées par autre chose, ou parce qu'on n'aura pas forcément donné les moyens de s'investir dans d'autres sphères de la vie publique ou de leur vie privée. Et donc j'ai l'impression que parfois c'est peut-être une réponse, pas forcément une réponse facile, mais une réponse au fait que la société continue à être inégalitaire envers les femmes. Donc j'ai pas l'impression qu'un homme, par exemple, se pose ce genre de questions. Quand il devient père, il ne se dit pas finalement être père, c'est tant pis, je balance tout, mes loisirs, mes activités politiques, mes activités intellectuelles, ma carrière, etc. Tout ça, je mets au placard parce que maintenant c'est tout pour mes enfants parce que c'est ça le seul sens de ma vie. J'ai l'impression que pour les hommes ça se passe différemment. Et c'est là, à mon avis, où il faut continuer de s'interroger en tant que féministe sur comment faire autrement
pour que les femmes ne restent pas confinées dans les rôles dans lesquels elles ont toujours Donc été vous confinées. avez un rôle de formatrice, si j'ose Et je dire. veux dire que c'est très bien d'être mère. Moi, je trouve, j'ai choisi d'avoir des enfants, je suis très contente. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'enfants ou quelque chose comme ça. Je Bien dis sûr. simplement qu'il faut pouvoir assumer un certain nombre de choix et qu'on peut assumer plusieurs choix en même temps. Un autre thème de réflexion qui avait émergé dans les émissions précédentes, c'était l'idée de l'absolue nécessité de l'égalité des droits, alors que le fait du droit à l'égalité n'est pas aussi unanimement accepté. Le droit à l'égalité. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes féministe? Pour vous, il faut l'égalité à tous les moments, non seulement l'égalité de droit, que la plupart des législations, notamment dans les pays occidentaux, reconnaissent. Ce qui n'est pas nécessairement connu, c'est le droit à l'égalité. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, alors la première chose, c'est que si la plupart des pays occidentaux reconnaissent l'égalité des droits, déjà, c'est grâce aux luttes féministes. Ah, mais ça, Peut-être se ce n'est rappeler... ce n'est pas contesté. Hein. C'est pas tout- on ne s'en souvient pas toujours. Et les jeunes femmes, notamment, ne connaissent pas leur histoire. Et ça, c'est dramatique. C'est pour ça que beaucoup Mais ne c'est se pour disent ça pas qu'on est là pour féministes. les- Oui, oui, tout à leur fait. Donc, enseigner. Bah il faut leur transmettre, enseigner. de se dire qu'il y a 50 ans, ben, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari, une femme mariée. Je crois que beaucoup de jeunes femmes ne le savent pas. Bon, donc cette égalité des droits, déjà, elle a été obtenue par des combats et elle n'est pas tombée du ciel. Mais alors, l'égalité des droits, c'est très bien, effectivement, mais si on ne donne pas la possibilité aux personnes d'exercer ces droits, ça reste un droit qui est abstrait. Alors, c'est mieux qu'il existe plutôt qu'il n'existe pas. Mais c'est totalement insuffisant. Le droit peut être exploité. Hein, les femmes aujourd'hui, depuis 46, je crois en 47, dans notre pays, les femmes disposent du droit de vote. 48. 48. Disposent du droit de vote. Comme dans notre pays, le vote est obligatoire, ben, les femmes vont voter. Les femmes vont voter, tout Voilà. à fait. Eh bien, elles disposent du droit de vote, elles peuvent aussi se présenter. Il se Bien fait sûr. que, on peut discuter de l'intérêt des quotas, mais effectivement, il n'y avait pas de femmes en politique, même si elles avaient le droit de se présenter formellement. Donc, les droits formels sont une chose, et je ne le conteste c'est pas. Je vais hein. vous donner un contre-exemple, Non, non. c'est pas tout à fait vrai. La grand-mère d'un de mes amis était sénatrice socialiste avant même. Oui, bien sûr. Avant même que le droit de vote ait été accordé c'était les aux exceptions. femmes, elle était sénatrice Bien socialiste sûr. avant-guerre. Mais oui. Elle est allée à Londres, etc. Donc il y avait quand même avant-guerre, à l'époque où les femmes ne les femmes pouvaient être disposaient élues pas, avant elles d'être pouvaient être élues avant de voter. Voilà. Mais, oui, mais ça c'est toujours les exceptions. Qu'il y ait une femme, ça ne change absolument Oui, il n'y en rien. a plus d'une, hein, mais enfin, Mais donc, il y en a une que je oui. connais, moi. Mais le fait qu'aujourd'hui, l'équilibre soit quand même un peu rétabli au point de vue politique, en tout cas au point de vue des responsabilités politiques, là où il y a des quotas. Comme on disait, c'est assez drôle, dans les listes électorales pour le Parlement, par exemple, il y a une obligation de plus ou moins de parité. Ce n'est pas vraiment tout à fait ça, mais à peu près. Et donc, il y a effectivement des femmes parlementaires. Dans l'élection de bourgmestre, forcément, il n'y a absolument aucune règle. Et qu'est-ce qui se passe en Belgique? Eh bien, il y a 11% de femmes bourgmestres. Donc, même si les femmes peuvent être bourgmestres, on voit maintenant qu'aux élections communales qui ont eu lieu en octobre, eh bien, il y avait 15% de têtes de liste qui étaient des femmes. Alors que les femmes ne sont pas moins compétentes que les hommes. Il y a d'ailleurs une phrase de Françoise Giroud que j'aime beaucoup. Elle a dit que l'égalité existerait le jour où il y aurait autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents à des postes politiques. Les femmes doivent toujours prouver plus qu'elles sont compétentes, qu'elles méritent là où elles sont. Elles doivent toujours en faire plus pour prouver qu'elles sont dignes de leur place. Donc je crois que dire qu'elles ont le droit d'arriver quelque part, c'est très bien, mais si on ne donne pas, si on ne met pas les conditions pour qu'elles puissent y arriver, alors effectivement, elles n'y arriveront pas. Et on constate vraiment que dans toute une série d'endroits, on ne doit même pas écrire « femmes exclues », mais c'est un fait. On voit qu'il n'y a que des hommes. Ou alors qu'il y a vraiment une majorité écrasante d'hommes et que les femmes sont à peu près absentes. Donc il y a les droits formels sont une chose, mais la possibilité d'exercer ces droits, c'est une autre. Et une des choses d'ailleurs qui empêche les femmes d'exercer ces droits qu'elles ont conquis, c'est effectivement qu'elles continuent à avoir leur part, plus que leur part, enfin une part écrasante des responsabilités familiales et parentales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pèse beaucoup sur leur carrière professionnelle, sur leur carrière politique et leur accès à une série de droits. Mais je vois que tu as envie d'ajouter Mais quelque vous chose. aviez- C'est exactement ce qu'on appelle la double journée. Hein. Donc si les femmes refusent parfois des postes à responsabilité qu'on pourrait leur offrir dans des institutions ou dans des entreprises, etc., c'est aussi parce qu'elles savent que pour accéder à ces postes, elles vont devoir travailler pendant les heures
qu'elles consacrent en général aux soins de leurs enfants, de leur ménage, etc. Et donc, elles ne peuvent pas assumer quelque part même une triple journée. Donc, elles ne pourraient pas assumer en même temps leur travail, le surplus de travail qu'on doit fournir pour accéder justement au poste à responsabilité, plus l'éducation des enfants. Ou alors, celles qui le font, en fait, elles délèguent ce travail-là à d'autres. Et d'autres femmes en général, qui sont en général mal payées. Donc là, il y a une espèce de... de retournement. La justice sociale se répète d'une certaine manière. Fondamentale. Ce que je n'aime pas non plus quand on prend cet exemple-là, c'est quand on dit, mais vous voyez, voilà, dans telle profession, il y a quand même des femmes. Il y a une femme, ou il y a deux femmes. Par exemple, en politique, mais oui, il y a des femmes, il y en a une, etc. On prend un exemple. Oui, mais des professions où il y en a encore moins qu'en politique. Allez, dans la chirurgie, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de femmes médecins. Voilà. Alors pourquoi la chirurgie? Pourquoi la chirurgie? Voilà, on sait. Bon, là, je vais peut-être caricaturer un petit peu parce que je ne suis pas une spécialiste de la sociologie des professions, mais voilà, la chirurgie, c'est quand même une spécialisation de la médecine qui est hautement valorisée, qui est très bien payée, c'est des actes hautement techniques, et donc on se pose... Vous pensez qu'on va spécialement réserver ces postes-là aux hommes? On ne va pas évidemment réserver spécialement ces postes-là aux hommes, mais on sait que plus les professions sont valorisées, bien payées, plus il y a une grande compétition entre les... Oui, il y a beaucoup de femmes magistrats, même au plus haut poste, même à la Cour de cassation. Là, ça marche. Il y a un ensemble, et en chirurgie, ça ne marche pas. Pourquoi? Un ensemble de choses qui va faire que les femmes vont être découragées implicitement de postuler à ce genre de poste. Comme par exemple pour le cas des professeurs d'université, voilà, il y a seulement 11% de femmes professeurs ordinaires. Mais ça dépend des facultés, hein, parce que dans les facultés de philo-lettres, il y a beaucoup plus de femmes... C'est une moyenne en Belgique francophone, 11%. Oui. En polytechnique, bien sûr. Alors qu'il y a 56% d'étudiantes en Belgique francophone. Oui, bien sûr. Et surtout, il faut le dire, que les étudiantes réussissent mieux que les étudiants. Elles sont beaucoup plus appliquées. Dès l'inscription au doctorat, on voit une différence, la tendance s'inverse. À la fin du doctorat, la tendance inverse de plus en plus. Et plus on monte dans les postes à responsabilité, moins il y a de femmes. Donc là aussi, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il moins de femmes? Donc ce n'est pas une question d'aptitude dans ce cas-ci, puisqu'on sait qu'elles étaient bonnes étudiantes, etc., qu'elles étaient sans doute meilleures que leurs camarades masculins. Et donc ce qu'on voit, voilà, c'est qu'il y a une question de disponibilité, il y a une question de masculinité abstraite des lieux de production de savoir que sont l'université, et voilà, en gros. Je dirais qu'il y a aussi un problème de visibilité. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait que quand on ne voit pas des femmes, par exemple à la télévision, puisqu'on est à la télévision, oui. Alors effectivement, les petites filles, elles doivent se dire, c'est pas un métier pour moi, on ne voit que des hommes dans ce métier-là. Je ne suis pas sûr qu'on ne voit que les femmes à la télévision. Mais malheureusement, le temps de notre émission est écoulé. Je vous remercie l'une et l'autre d'être venues nous dire votre vision du féminisme aujourd'hui. Merci infiniment Nathalie Grandjean, merci beaucoup Irène Coffer. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.